thème de la défense pénale, de l'IA et des neurosciences. Alors, c'est une table ronde qui promet d'être riche, mais qui se tourne aussi résolument vers l'avenir, tant l'IA et les neurosciences constituent des outils qui permettront de façonner, de faire évoluer la justice pénale de demain, mais aussi la défense pénale. Et pour nous parler de ces thèmes, nous recevons Maître Patrice Imbert d'abord, qui parlera en premier, qui est avocat au barreau de Marseille, non, d'Aix-en-Provence, pardon, d'Aix-en-Provence, et Maître Aouni, qui est avocat au barreau de Clermont-Ferrand, qui nous parleront donc tous les deux de l'IA et de la manière peut-être dont on peut l'envisager aujourd'hui dans la défense pénale. Madame Laura Pignatel, qui est maître de conférence à Aix-Marseille Université, clôturera cette table ronde en nous parlant cette fois-ci des neurosciences et de la défense pénale. Donc nous aurons un petit peu une vision vraiment pragmatique, mais aussi prospective de l'utilisation de ces deux outils dans la justice pénale de demain. Alors, pour commencer, maître Imbert, vous allez peut-être avoir une vision un peu plus positive que la mienne en matière d'intelligence artificielle et de défense pénale, pour nous montrer finalement la manière dont la défense pénale peut être orientée grâce à l'IA et peut peut-être être valorisée, en tout cas mieux s'adapter hein, aux défis de demain. Donc sans plus tarder, nous vous écoutons. Eh ben, merci beaucoup. Et aujourd'hui, en fait, est un jour un peu spécial car en examinant la date de cette convocation devant un colloque en matière de pénal, je me suis rendu compte que c'était le jour où un avocat avait rencontré une IA générative et, pour ne pas la citer, ChatGPT, puisque le 5 décembre 2022, c'est le jour où j'ai tout simplement connu ChatGPT. Et j'ai pas honte de le dire, euh, mon exercice professionnel a totalement changé. Et en préparant mon intervention, il y a également un souvenir important qui a jailli en moi. Et ce souvenir nécessite que je vous amène en Castagniccia. Et en Castagniccia, dans un petit village corse, Piazzol d'Orezza, qui est un village où se trouve une eau minérale célèbre pour les Corses. Mais c'est aussi là où est née ma grand-mère Santa. Et chaque été, nous avions l'habitude de nous retrouver sur la place du village. On y contemplait le San Pedrone, les touristes qui s'étaient perdus en arrivant sur la place. Et un jour, elle m'a dit quelque chose de particulier. Elle m'a dit, lorsque le vent change dans la vallée, tu as deux choix. Soit tu fermes les volets et tu attends que ça se passe, ou bien tu peux sortir, sentir cet air nouveau et voir ce qu'il t'apporte. Et ma grand-mère avait compris une vérité simple. Les révolutions ne demandent pas la permission d'arriver. Elles arrivent. Et lorsqu'elles sont là, il faut faire des choix. Cela tombe bien, on fait des choix tous les jours pour nos clients ou pour nous-mêmes. Et ce que je dois vous dire, c'est que aujourd'hui, nous nous trouvons à la croisée des chemins de l'histoire de l'exercice professionnel. Est-ce que vous entendez ce que j'entends? Eh bien non. Et c'est ça qui est le plus troublant, c'est qu'au moment où je vous parle, il y a une révolution qui peut être bruyante pour certains, puisqu'il n'y a pas un jour sans que dans la presse, on ne vous parle pas d'IA générative. Ou bien, moi, j'appelle ça une révolution silencieuse. Pourquoi? Parce que si je faisais les choses de manière un peu plus simple, voilà, et je vais essayer de vous faire passer la diapositive. Voilà. Je vous dirais que il y a deux avenirs qui sont possibles aujourd'hui. Soit on a un futur qui pourrait être déshumanisé, où on aurait baissé les bras, où on aurait laissé ces machines sans aucun contrôle, avec des agents IA autonomes qui apprennent, s'améliorent, qui peuvent se développer sans cesse, qui seraient capables de juger finalement à la place des juges, de prédire des condamnations selon des critères qui sont opaques, où le pouvoir pourrait instrumentaliser ces outils finalement pour accélérer le flux procédural au mépris des droits fondamentaux si cette IA était mal intentionnée. Et d'ailleurs, lorsqu'on écoute notre garde des Sceaux devant une commission du Sénat, il nous indique que l'État travaille d'arrache-pied pour pouvoir nous permettre à l'ensemble des fonctionnaires d'avoir une IA souveraine et qui respecterait, et on l'espère tous, et on sera tous vigilants, ces garanties fondamentales. Mais il y a aussi un autre avenir qui est possible où l'avocat reste
le gardien des droits de la défense, là où aucune machine ne pourrait se substituer au jugement humain, un avenir où l'IA va devenir l'allié du pénaliste pour traiter avec célérité les masses de documents qu'on peut avoir, tout en consacrant davantage de temps à notre cœur de métier, qui est celui de l'écoute, qui est celui de la stratégie et qui est celui également des plaidoiries lorsqu'on intervient en matière pénale devant les juridictions. Et donc, un avenir au service justiciable, avec une justice accessible, plus réactive, plus juste, mais qui nécessite un investissement, celui de se former, pour bien comprendre à la fois les biais, bien comprendre les difficultés qu'on peut avoir en utilisant ces intelligences et ces outils, et surtout respecter nos obligations, qui sont celles issues de notre serment déontologique, mais également les dispositions légales. Alors, le droit pénal, lui, il est confronté également à ces choix, et pardonnez-moi, comment la dépense pénale pourrait s'investir dans ce nouveau champ des possibles, tout en préservant sa rigueur méthodologique? C'est la question que je me suis posée en préparant cette intervention. Car les risques, ils sont aussi proportionnels aux promesses. Un recours imprudent à une solution sur le cloud pourrait menacer directement le secret professionnel, qui est le socle tout simplement de cette relation de confiance avec notre client, mais pas que. Les biais cognitifs, algorithmiques, qui guettent le praticien augmenté, l'avocat non pas 2.0 mais 3.0 désormais avec cette intelligence artificielle, les hallucinations des IA génératives qui peuvent engager la responsabilité civile, disciplinaire, pénale également. Et au 1er décembre, nous avons un chercheur qui s'appelle Damien Charlotin qui recense au niveau mondial toutes les décisions relatives à des sanctions de confrères qui ont utilisé des intelligences artificielles sans respecter les règles d'usage, c'est-à-dire sans avoir vérifié les sources qui sont transmises par ces IA avec des jurisprudences qui sont inventées, qui correspondent exactement aux éléments de la procédure. Et la première affaire a été révélée par un cabinet new-yorkais qui a été sanctionné en présentant 6 décisions qui n'existaient pas. Donc nous sommes dans ce cadre-là. Et pour répondre à ces problématiques, il convient d'aborder la défense pénale selon 2 axes que je considère bien distincts. Vous avez premièrement, quels sont les outils d'intelligence artificielle qui sont adaptés à l'exercice professionnel, qui sont capables de garantir une défense pénale à la fois performante et sécurisée. Et nous avons également une question, enfin, qui n'est pas seulement une question technique, elle engage la responsabilité, la déontologie. Et deuxièmement, comment utiliser ces outils avec la rigueur qu'exige notre profession? Quelles sont les méthodologies accessibles dès aujourd'hui qui permettent d'éviter donc ces biais algorithmiques, cognitifs, de prévenir les hallucinations, puisqu'il y a des techniques qui permettent d'éviter ces erreurs, et surtout maintenir un contrôle humain. Il faut que l'avocat, le juriste, soit au cœur de la défense en maîtrisant cet outil. Car l'outil le plus dangereux est celui qui est entre les mains du professionnel qui est mal formé ou défaillant. Alors, pour discuter de tout ça, en réalité, en fait, il faudrait aborder quasiment 4 autres points, qui est celui d'étudier le rôle de l'IA dans l'élaboration de la stratégie des défenses. On ne le fera pas, on n'a pas le temps. Il se serait également intéressant d'examiner les méthodes qui permettent aux avocats d'utiliser l'IA pour auditer, contester des preuves. Et sur ça, on va quand même avancer dans cette direction, car l'une des plus grandes révolutions qu'on a eues en matière pénale, c'est l'avènement de l'ADN. Là, la possibilité d'avoir ces outils d'intelligence artificielle est encore plus puissant. Explorer les enjeux éthiques, déontologiques, réglementaires liés à l'IA, par exemple, on n'en aura pas le temps. Et également faire des recherches sur des cas et des études spécifiques non plus. Par contre, on va prendre le temps nécessaire pour examiner les outils qui sont accessibles et ceux qu'on peut utiliser et comment les utiliser. Mais au préliminaire, permettez-moi d'insister sur un point qui me paraît vraiment important, c'est celui du secret professionnel. Je le dis et j'insiste puisque j'en ai parlé
en introduction, euh, on est dans le cadre d'obligations légales, déontologiques, qui sont le socle des relations, mais surtout en matière pénale, c'est particulier puisque on a le secret de l'instruction. Et il n'est pas envisageable que des fuites puissent intervenir en utilisant ces outils, qui peuvent être extraordinaires, puisque, vous allez le voir, on peut aller chercher des nullités, on peut étudier un nombre considérable de données, mais si ces données fuitent, eh bien, on sera allé à l'encontre de toutes nos obligations. Donc c'est pour ça que l'enjeu est très important, surtout en matière pénale. Je dirais presque plus que dans des cas au niveau civil, bien que l'obligation demeure. Alors, quels sont les risques d'utiliser une IA sur le cloud? Les risques sont tout d'abord liés à l'exposition des données. Un dossier qui va transiter vers des serveurs d'un fournisseur d'intelligence artificielle, il faut connaître les conditions générales d'utilisation, qui doivent promettre une confidentialité. Attention s'il n'y a pas de maîtrise technique sur le devenir de ces données, combien de temps ces données vont rester sur le cloud. Et un exemple qui peut être préoccupant, certains fournisseurs d'IA ont par le passé utilisé les requêtes de leurs utilisateurs pour améliorer leur modèle. C'est une difficulté. Un dossier pénal qui est confidentiel pourrait servir à entraîner le modèle avec le risque que des fragments de ce dossier puissent se retrouver dans une autre conversation. Et c'est déjà arrivé dans d'autres matières. Si je prends l'exemple d'une de nos consoeurs qui reçoit une personne qui voulait protéger d'un brevet une innovation extraordinaire, la consoeur se rend compte que le document a été généré par ChatGPT. Donc elle lui pose la question, est-ce que vous avez utilisé une IA générative? Et le client, avec un petit sourire, oui, cher maître. Très bien, quel est le nom de votre création? Et la consoeur d'écrire simplement le simple nom de cette invention et de retrouver l'ensemble des éléments. Il n'y a plus d'invention à ce moment-là, puisqu'elle est dans le domaine public, accessible à tout le monde. En matière pénale, on pourrait avoir les mêmes difficultés. Ensuite, il y a une autre difficulté, la localisation géographique des serveurs. Ça, c'est un point important. Les grandes entreprises d'intelligence artificielle ont des serveurs aux États-Unis et à ce moment-là, ils hébergent sur des juridictions variées et variables qui sont soumises aux législations, par exemple américaines. Vous avez le Cloud Act américain et s'il y avait une réquisition judiciaire qui était faite à l'étranger, ça pourrait causer un certain nombre de problèmes. En France, sur une IA générative, on a Mistral qui a des serveurs en France et qui propose un certain nombre de garanties. On verra ça par la suite de manière très brève. Ensuite, euh, a-t-on un contrôle sur l'accès aux éléments? Nous ignorons, lorsque ça part sur le cloud, quels sont les employés du fournisseur qui vont avoir accès aux données techniques. De quelle manière est-ce que leur contrat de travail leur permettre d'avoir une interdiction, l'organisation de l'entreprise, etc. Autant de possibilités de fuite que l'information lorsqu'on utilise un cloud qui n'est pas maîtrisé. Et d'ailleurs, le CNB a fait un travail remarquable puisque vous avez une grille de lecture qui a été proposée au mois de juin dernier, où vous avez une synthèse des consultations qui ont été effectuées par ce groupe de travail sur l'intelligence artificielle. Et je vous conseille très vivement d'aller le consulter. C'est remarquablement fait. Et surtout, vous avez différents critères qui ont été examinés sur environ 12 prestations. Et les critères, vous avez tout d'abord le chiffrement des données, par exemple. Est-ce que cette IA juridique utilise un RAG sécurisé? Est-ce que nous sommes dans le cadre de l'anonymisation, pseudonymisation des données? Est-ce que c'est hébergé en France? Quelle est la société qui héberge donc cette IA? Et l'ensemble de ces critères vous donne des indications sur la manière dont vous pourriez utiliser des solutions. Et les solutions juridiques aujourd'hui respectent ces critères largement. Ce n'est pas le cas des IA génératives. Et pour avoir un bon exercice professionnel,
finalement, on utilise à la fois les IA qui sont des IA juridiques et également des IA génératifs. Donc, je ne vais pas reprendre l'ensemble des 12 IA juridiques. Il n'y a pas trop d'intérêt. Par contre, je vais insister sur les IA générales, ChatGPT, Mistral AI, Claude, Gemini, Microsoft Copilot, Perplexity. Ce sont des IA qui sont accessibles à tous les confrères. Les confrères les utilisent et là, il faut les mettre en garde. Dans l'exercice du droit à la défense, vous ne pouvez pas utiliser l'ensemble de ces IA. La seule qui est recommandée et qui respecte l'ensemble des critères qui ont été élaborés par ce groupe de travail, c'est Mistral. Et encore, utilisons un mode incognito, avec des serveurs en France, avec une garantie de non-entraînement qui est fait sur les modèles. Vous avez ensuite la possibilité d'avoir ChatGPT Team ou en professionnel, où là, vous avez un niveau de garantie un peu plus élevé. Et après, en dehors des API, les autres, finalement, ne respectent pas autant. J'ai fait un audit complet sur les IA, même Copilot, où il y a un usage qui est conditionnel, vous avez quand même un risque de souveraineté. Et celle qu'il faut à tout prix éviter, faites-moi le plaisir, c'est Grok et toutes les IA chinoises. Je le dis, j'insiste à chaque fois sur ça parce que, en fait, c'est le début des problèmes lorsqu'on utilise ce type d'outil. Mais il peut y avoir une manière de l'utiliser. Aujourd'hui, la meilleure façon d'utiliser ces outils, c'est d'avoir une solution qui est hybride, c'est-à-dire en créant des agents IA sécurisés. Chacune des solutions que vous avez a des avantages et des inconvénients. Et l'une des solutions les plus efficaces qui consiste à créer cet agent est d'appliquer une méthodologie rigoureuse. C'est quoi? C'est d'abord l'anonymisation des données. Un cas d'usage, lorsque vous envoyez ces données sur le cloud. Si c'est anonymisé, il n'y a pas de difficulté, finalement. Ou bien, et ça c'est le summum, c'est un usage local. Et je crois que c'est vers cela qu'on va aller de plus en plus. Ensuite, il y a une façon d'utiliser l'extraction des données pour éviter les biais. Ensuite, il faut bien entendu les analyser une fois on a pu les extraire grâce à du prompt ingénierie. Et enfin, on arrive à la rédaction des actes. Et donc, c'est tout ça qu'on va voir. Donc, première méthodologie, anonymiser de manière systématique en amont les données si vous allez utiliser une solution sur le cloud. C'est un principe cardinal. Et moi, j'appelle ce premier agent qu'on peut créer le greffier numérique. Données originales, Monsieur Jean Dupont, né le 15 mars 1985 à Marseille. Eh ben, lorsque c'est anonymisé, il est indiqué une personne concernée. Donc, ça peut être personne concernée numéro 1, par exemple. On va anonymiser des informations qui permettraient de remonter vers cette personne. Et là, à ce moment-là, on peut travailler de manière sécurisée avec un dossier. Pour autant, il faut quand même maintenir un certain nombre d'informations, parce que comment voulez-vous que l'IA puisse travailler s'il y a des informations qui ont été enlevées? Par exemple, on pourrait, par exemple, garder le nom des officiers de police judiciaire qui pourraient être nécessaires pour vérifier leurs compétences territoriales. Mais là encore, on pourrait très bien configurer la machine en indiquant, sans avoir le prénom et le nom de cet officier, d'avoir uniquement sa qualité et vérifier sa compétence. Les juridictions et les autorités, on a besoin d'avoir ces informations. Les dates et les heures qui sont essentielles pour contrôler les délais. Donc, on va anonymiser de manière intelligente le dossier. Ensuite, il y a le choix qui est déterminant par rapport au modèle d'intelligence artificielle. Première option, intelligence artificielle juridique sur le cloud. OK, si vous avez la norme 27001, c'est uniquement Mistral qui l'a, ou sinon, nous sommes dans le cadre de l'anonymisation, ce que je vous ai expliqué. Et là, en fait, si vous avez la possibilité d'anonymiser, vous pouvez utiliser des modèles très puissants. Gemini 3 Pro est un modèle extraordinaire. Dès le moment où on est sûr des données qui ont été transmises, là, vous avez un modèle qui résonne, qui va très très loin et qui va rechercher avec le bon prompt les nullités. Ensuite, vous avez l'option B que je vous ai indiquée tout à l'heure, c'est celle d'avoir l'intelligence artificielle en auto-hébergement. Je dis que c'est le Graal, pourquoi? Parce que vous avez une maîtrise totale, les données elles ne quittent pas votre cabinet. Voilà, vous pouvez travailler en toute sécurité, vous allez scanner les éléments.
il n'y a pas de tiers qui intervient, c'est-à-dire aucun fournisseur externe n'a d'accès au dossier, pas besoin d'anonymiser les données, et la confidentialité est la plus absolue. Et je crois que dans un avenir très proche, on va aller vers ça. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple ChatGPT OSS, qui est un modèle implémentable en local, ou Mistral Small, on peut le faire. Ça nécessite une carte graphique, sans faire de publicité, mais sur un PC, c'est Nvidia qui a le monopole des meilleures cartes graphiques. Et chez Apple, vous avez les dernières puces M5 qui ont été créées justement pour l'usage de l'intelligence artificielle. Il faut faire attention d'avoir suffisamment de mémoire dans le traitement des informations. Donc, comment est-ce que je procéderais si je devais étudier un dossier en matière pénale? Ben, tout d'abord, je créerai mon agent greffier numérique. Et cet agent, il a une particularité, c'est qu'il a cet art de l'extraction factuelle des informations. Pourquoi c'est un art? Pourquoi? Parce que là, on rentre dans, non pas le prompt ingénierie, on rentre dans le contexte ingénierie. Concrètement, il va falloir que le LLM, l'IA, va extraire un procès verbal. Par exemple, le 15 octobre 2024, vers 14 heures, nous, capitaine Martin, officier de police judiciaire, nous avons procédé à l'audition de M. Dupont dans le cadre de l'enquête relative à un vol avec effraction. Et là, le greffier va devoir extraire cela et structurer l'information, mais en utilisant un gabarit XML. Pourquoi je vous parle de cette façon d'extraire les informations? C'est juste une configuration. XML, c'est tout simplement la possibilité d'avoir une sémantique cognitive. Les modèles de langage comprennent intuitivement des informations, mais lorsqu'elles ont une balise XML, ou bien dans un autre langage qu'on appelle le Markdown, eh bien, tout simplement, vous allez baliser le travail qui est fait par l'intelligence artificielle. Ne pas utiliser un format XML, c'est quoi le risque? Ben, c'est d'augmenter les biais, les erreurs que vous allez obtenir avec cette IA. Donc, premier conseil, vous allez lui demander de transférer tout ça en XML. Ensuite, au niveau de la gestion du narratif, les dossiers pénaux contiennent de très longs récits factuels, et le fait de générer en XML, ben, vous allez avoir des blocs de texte sans nécessité d'échappement complexe. C'est-à-dire qu'avec ce bloc, l'IA va être conduit, orienté comme si vous la preniez par la main, et elle va pouvoir intégrer l'ensemble des informations. Parce que le risque, c'est quoi sans ce format? C'est que l'IA saute des informations. Pourquoi? Parce que ça coûte énormément cher en termes de tokens. Un token, un mot est divisé en différents tokens. Un token, c'est trois lettres. Et les fournisseurs d'IA essaient de limiter l'usage des intelligences artificielles. Et donc, si on n'a pas la bonne configuration, si on ne demande pas de travailler de manière détaillée, et si on ne balise pas les éléments qui sont extraits, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'IA va sauter, et là, vous avez des erreurs. Et nous, ça ne nous intéresse pas. On est dans la rigueur. Et enfin, le modèle XML permet d'avoir une robustesse structurelle en évitant le vide. Alors, le principe cardinal de tout ça, c'est le principe de fidélité absolue de l'information euh, qui est tout simplement analysée. Alors, je vous donne un exemple. Mauvaise extraction. Le document indique l'audition a débuté en début d'après-midi. Extraction de l'IA, heure de début 14 heures. C'est une mauvaise extraction. La bonne extraction aurait été d'indiquer que l'audition a commencé à une heure précise, début d'après-midi, et en indiquant l'heure ou non. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fonction du prompt, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Donc, ce que vous allez indiquer dans votre prompt, c'est interdiction formelle de résumer la procédure. Tu dois extraire les données telles quelles, sans interprétation ni approximation. Cette simple phrase va orienter le modèle dans une analyse des éléments qui lui sont transmis. Cette exigence est importante. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'en matière de garde à vue, des nullités peuvent être soulevées en fonction du respect ou non, tout simplement, du temps passé en garde à vue. Et donc, si vous n'avez pas expliqué à l'IA comment extraire les données et comment bien les analyser, vous allez passer à côté de nullités. Ensuite, si je devais continuer mon travail, une fois que j'ai tout extrait, je vais créer un autre agent. Alors, première question que je vous pose, pourquoi est-ce que j'ai divisé tout ça en différents agents?
Tout simplement parce que les fenêtres contextuelles, c'est-à-dire la possibilité que l'IA va avoir de pouvoir travailler avec un document, elle est limitée. Et donc, il faut faire des compartiments pour avoir de meilleurs résultats. Donc, premier agent, il extrait, il va créer ses balises. Le second, c'est le cerveau juridique. C'est la construction avec un personnage juridique. C'est-à-dire que je vais lui indiquer, tu es par exemple vigile pénalista, vous aurez pu l'appeler différemment. En tout cas, il faut lui indiquer que c'est une intelligence artificielle juridique d'élite spécialisée en contentieux de la procédure pénale et en stratégie de défense. Ta réputation repose sur la capacité à obtenir la relaxe ou l'annulation des procédures grâce à une analyse impitoyable des vices de forme. Et lorsque vous allez discuter avec cet agent, vous allez bien entendu lui indiquer quel est votre client. Là, en ayant cette persona, vous l'orientez directement. Sans persona, en fait, il pourrait dire il y a peut-être un problème avec l'heure de la garde à vue. Avec persona, il va indiquer la notification du placement en garde à vue, consigné à un procès verbal à 9h02, relève d'une irrégularité substantielle au regard de l'article 63 du Code de procédure pénale. C'est-à-dire que là, en fait, ce que je suis en train de vous présenter, c'est le prompt qu'on va injecter dès le départ avec cet agent. Autre élément indispensable, c'est de créer un RAG, c'est-à-dire de créer une base de connaissances qui est fiable, avec des jurisprudences, avec des dispositions légales. On pourrait, par exemple, prendre la centaine d'articles du Code de procédure pénale et lui donner en disant, voilà, ça c'est ta base. Ensuite, voici les jurisprudences qui me permettent de soulever des nullités. Et là, en fait, il va extraire, on va lui demander d'extraire les bons éléments parce que sinon, on a ce risque d'arrêt fictif, de biais, d'hallucination que je vous ai indiqué. Et en faisant ça, en lui indiquant, avant de formuler toute analyse juridique, tu dois obligatoirement consulter cette base de connaissances. Je le dirige, je l'oblige à aller vers cette base de connaissances pour pouvoir limiter les problèmes. L'étape suivante, une fois qu'on a le greffier et cette IA, on va lui demander, dans cette étape, de faire l'audit des droits fondamentaux, contrôler le respect des droits de la défense. Focus, par exemple, sur la garde à vue, disposition légale, vérifier la notification immédiate des droits, exiger les mentions expresses avec heure précise, contrôler l'effectivité du droit à l'avocat, pardon. Étape suivante, eh bien, on va aller sur les portées des annulations. Il faut lui expliquer cela. Principe jurisprudentiel, théorie du support nécessaire. Une fois la nullité établie, il faut déterminer son étendue. Nullité de l'acte A, très bien. Est-ce que ça entraîne l'annulation des actes B, C et D? Si et seulement si ces actes ont été accomplis grâce à l'acte A. Donc, je lui explique le syllogisme juridique, comment il doit raisonner. Pourquoi? Parce que ces modèles, ils sont alimentés par du droit du common law en général. Tous. Et donc, si vous n'avez pas le RAG, c'est-à-dire les bonnes données, et si vous ne lui expliquez pas quel est son raisonnement nécessaire, eh bien, vous allez face à des déconvenus. Donc, cette cascade d'annulation va vous permettre de vider la procédure de sa substance et qui pourrait conduire, par exemple, à la relaxe d'un prévenu. Étape suivante, c'est étape numéro 5, c'est, hop là, j'ai des difficultés avec ce slide pour les passer à chaque fois. Donc, c'est la matrice du grief, c'est le corps de la stratégie. Cette étape est la plus sophistiquée que l'IA doit avoir, puisqu'elle doit qualifier juridiquement les irrégularités. Est-ce que nous sommes sur une typologie de nullité d'ordre public ou bien privé? Là encore, il faut lui expliquer. Nullité d'ordre public, annulation automatique, pas besoin de dénoncer un grief. Et on veut lui donner des exemples. Quand on est sur des nullités privées, eh bien là, il y a une annulation qui est conditionnelle, avec une démonstration du grief obligatoire, et on va lui donner des exemples. Et ça encore, bah, tout simplement, dans votre prompt, vous allez lui indiquer. Et enfin, ce qui est l'une des étapes les plus importantes, à mon sens, en qualité d'avocat, c'est ce qu'on appelle human in the loop, c'est-à-dire le contrôle humain. Si on est des maîtres, et j'espère qu'on le restera le plus longtemps possible, c'est parce que on a à la fois des droits et des obligations contrôlées. C'est bien beau, vous allez gagner du temps, vous avez une technique avec l'application XML initial des faits, analyse du précédent, c'est-à-dire du contexte,
Nouvelle consigne, recherche complémentaire, le résultat, l'IA va réécrire l'intégralité de l'acte en intégrant ces nouvelles recherches et en garantissant une cohérence. C'est vous qui devez vérifier tout cela. Et on arrive quasiment à la fin, et c'est ma conclusion. L'IA doit être un instrument de défense, jamais son substitut. Donc, les enseignements de la méthodologie, c'est quoi? Il faut d'abord avoir une architecture qui est spécialisée, j'essaie de vous le démontrer. Et juste après, là, je vais vous montrer un exemple de prompt. J'ai créé 3 agents. Il faut que vous voyez de manière concrète quels sont les prompts. Et ça, vous aurez à disposition. Donc, architecture spécialisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut diviser les tâches plutôt que de créer un super agent qui fait tout. Parce que là, vous allez avoir des erreurs. Ensuite, il faut l'ancrage juridique. C'est quoi? C'est le RAG. Je vous l'ai expliqué. Ensuite, un raisonnement qui est contraint. Donc, il faut lui expliquer de quelle manière il doit raisonner. Une transparence totale, c'est comprendre qu'il y a des risques avec des limites à mettre en œuvre et surtout veiller par rapport à l'outil que vous utilisez au respect, à la protection du secret professionnel. Et là, je demande à l'appariteur s'il peut afficher un exemple d'agent que j'ai pu faire. euh, alors, ça va apparaître. Et là, vous allez voir, par exemple, le premier agent, c'est le chronologiste stratégique. Et donc, le prompt est le suivant. Contexte et rôle. Tu es maître Chronos, assistant juridique, expert en analyse procédurale et en reconstruction spatio-temporelle pour mon cabinet. Ta mission est critique. Analyser des pages de procédure, PV, FADET, bornage, sonorisation, pour identifier les impossibilités matérielles qui disculperaient le client ou fragiliser l'accusation. Méthodologie cognitive, donc tu ne dois jamais répondre directement, tu dois suivre scrupuleusement ces 4 étapes mentales pour chaque point analysé. Et donc là, je le contrains, je l'amène. Première étape, extraction et normalisation. Tu vas scanner le texte pour isoler tout marqueur temporel. Et là, je reprends les balises XML, je le contrains. La date, les heures, le lieu précis. Deuxième étape, pardon, hiérarchisation de la preuve. Donc j'ai un niveau, différents niveaux. Les preuves techniques, niveau 1, c'est absolu. Le bornage, téléphonique, GPS, etc. Niveau 2, qui est relatif. Des constatations qui peuvent être faites par un OPJ, par exemple, des PV de transport, des perquisitions. Niveau 3, qui est un peu plus suspect, ce sont les déclarations humaines. Garde à vue, témoin, plainte. Règle d'or, en cas de conflit, le niveau 1 écrase toujours le niveau 3. Donc, vous voyez, je le contrains à un raisonnement. Étape numéro 3, calcul d'ubiquité. Je vais lui demander, en fonction d'un endroit à un autre, est-ce que c'est logique ou pas? Ça, il peut le calculer. Il a tous les éléments puisqu'il bénéficie des informations. Et à la fin, l'étape numéro 4, c'est la restitution juridique, c'est le syllogisme. Et là, je vais le contraindre à appliquer cela. Et ensuite, vous avez le format de la réponse qui est attendue, sous forme de tableau ou bien sous forme de texte. Et la dernière défense, c'est l'argumentaire de la défense. À mon sens, c'est le plus important. Je reprends le syllogisme juridique avec le rappel du principe de physique ou de droit. Euh, Mineur, la confrontation factuelle, accusation, preuve contraire, les calculs et les conclusions. Voici un exemple. Il y a deux autres exemples qui seront mis à disposition dans le cadre de cette formation. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous expliquer quelle était la bonne méthodologie, à mon sens, pour éviter les biais. Voilà. Merci beaucoup maître Amer pour cette présentation. C'est un véritable guide, mode d'emploi de l'intelligence artificielle en matière de défense pénale que vous nous avez donné là, avec la démonstration de la nécessité finalement de comprendre parfaitement l'outil pour savoir l'utiliser, pour qu'il soit utile, mais aussi pour le maîtriser, pour pouvoir le maîtriser, hein, afin d'éviter qu'il soit dangereux, de nous permettre de rester maître, hein, vous l'avez dit, ce sont vos mots de l'outil. Et finalement, cette nécessité rejoint, à mon sens, celle de pouvoir, en effet, contrôler l'IA par la compréhension qu'on en a, mais aussi par l'exigence de transparence de l'algorithme, notamment, hein. Et cette exigence de transparence me fait penser à l'usage de l'IA dans certains droits étrangers. Alors aux États-Unis, notamment,
par des juridictions, par des magistrats. On sait que l'algorithme compas influence beaucoup le juge hein, lorsqu'il doit prononcer une peine, en tout cas pour le quantum de la peine prononcée. Et en 2 mots, l'algorithme compas permet de donner au magistrat une probabilité de récidive de l'auteur des faits qui va influencer fortement le quantum de la peine prononcée. Et là, ce qui est beaucoup démontré sur cet algorithme, c'est l'absence de transparence des données qui sont utilisées, des données de calcul et aussi les biais discriminatoires qui sont très importants dans cet outil, alors même que l'un des grands arguments en faveur de l'IA est bien sûr son objectivité quasi totale. Et là, on voit bien que finalement, ici, l'objectivité pêche. Et puis, un dernier point, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la chambre criminelle d'Esquel en Argentine, il y a à peine 2 mois, a censuré un jugement de première instance d'un magistrat qui avait condamné à 2 ans d'emprisonnement l'auteur d'un vol simple, en raison du fait que le magistrat avait entièrement délégué à l'IA la motivation de la peine et même avant cela, la motivation des éléments de preuve qui ont forgé sa conviction, en tout cas la conviction de la culpabilité de l'auteur. Et la chambre criminelle a relevé que ici, l'exigence de motivation avait été entièrement déléguée à l'IA et que le juge s'était vraiment déchargé de cette mission essentielle pourtant. Elle a aussi relevé le manque de traçabilité hein, de l'IA ici. Donc ce sont des éléments qui sont très intéressants et qui mettent en lumière cette exigence de contrôle et ces écueils qui peuvent être au cœur de l'usage de l'outil de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et cela, justement, Maître Aounil va nous en parler, notamment, pas seulement, mais un peu tout de même, dans son intervention. Et c'est avec plaisir que nous vous écoutons maintenant, Maître. C'est- Alors, mon intervention va être une intervention, je dirais, moins technique et moins concrète finalement que l'intervention de mon confrère sur la question, sur l'utilisation finalement, des outils de l'intelligence artificielle en matière pénale. Et finalement, je me rends compte, en fait, en vous écoutant, que l'enjeu finalement de la formation sur le prompt, sur la requête, sur la technicité finalement du prompt, sur le fait finalement d'entraîner l'IA, de l'éduquer, de l'emmener vers vraiment je dirais un couloir de raisonnement qui permet finalement de réduire les erreurs, les hallucinations. Et donc tout l'enjeu finalement dans le cadre pour la profession d'avocat dans le cadre de la formation initiale et dans le cadre bien sûr de la formation continue pour que la profession ne soit pas victime finalement d'une utilisation gérée, mal maîtrisée et mal structurée de l'intelligence artificielle. Le Conseil national des barreaux, dans le cadre de sa position et de sa fonction, en fait, et de sa vocation, lorsqu'il avait commencé à réfléchir sur la problématique, je dirais, de l'intelligence artificielle et les enjeux de l'intelligence artificielle, il l'a fait également de manière aussi historique, en ayant à l'esprit les travaux qui ont été faits auparavant, avant, je dirais, l'avènement de ChatGPT, parce qu'il s'agit d'une révolution gérée d'usage, euh, les travaux qui ont eu lieu sur la géométrie. Et on avait fait une transposition en fait sur les outils déjà proposés à l'époque dans le cadre d'innovation numérique pour la géométrie et finalement le basculement sur l'intelligence artificielle. C'est vrai que la particularité de l'intelligence artificielle générative, LLM, c'est que là, on est sur un basculement, en fait, on est sur la création du langage, on est réellement sur des techniques langagières qui vont concurrencer finalement l'avocat, en ce que l'avocat, effectivement, il est le maître des mots, le maître de la parole, et à partir du moment où il va y avoir une intelligence artificielle, une technologie qui va venir le concurrencer de ce point de vue-là, c'est clair qu'on peut parler là peut-être d'un basculement finalement historique. Je commence juste par dire que lorsque le groupe du travail avait commencé à réfléchir sur les enjeux, il y a une idée qui est revenue de manière claire, celle de la transformation économique. La théorie de la transformation économique, qui veut dire quoi? Qui veut dire c'est un moment de basculement historique où l'économie, au lieu que ce soit
influencés par la géographie, par la politique, par l'histoire, par la littérature, par la culture, par l'art, par la philosophie, par la morale, l'économie devient finalement le facteur qui influence tout le reste. Et parmi les premières réflexions lorsqu'on a eu des auditions avec des universitaires, c'est de dire attention, il ne faudrait pas que l'intelligence artificielle générative, au lieu que ce soit influencé par le reste, bien sûr par la littérature, par la culture, par la philosophie, que l'intelligence artificielle générative et la technologie liée aux LLM influencent tout le reste. L'enjeu, il est là en fait, parce que si on se projette sur 5, 10 ans, 15 ans, je pense pas qu'on va avoir une révolution telle que il y aurait finalement une rupture finalement historique ou épistémologique par rapport à ce qu'on fait actuellement. Mais il faut, je dirais, se projeter je dirais, à une durée beaucoup plus éloignée, parce que la stratification finalement de l'utilisation et de l'usage de l'intelligence artificielle, la problématique des données, des mégadonnées, parce qu'on parle de dizaines de milliards de données en fait, qui vont être utilisées, qui vont être digérées, utilisées, réutilisées, fera que finalement il y aura en quelque sorte un gap entre ce qu'on fait actuellement et ce qu'on fera peut-être dans 15, 20, 30 ans. Le Conseil national des barreaux, lorsqu'il s'est positionné en termes d'enjeux en lien avec ses commissions, la commission concernant la LDH, liberté et droits de l'homme, pour préserver finalement la notion des droits de la défense et garantir la transparence des outils, assurer le respect du procès équitable dans sa définition la plus fondamentale, affirmer l'importance du respect de l'égalité des armes et lutter contre la fracture numérique que ce soit entre avocats et juridiction, ou fracture numérique au sein de la profession d'avocat, et réfléchir sur l'évolution du droit de la preuve, poursuivre bien sûr les travaux sur les enjeux des surveillances et des libertés. Euh, Autre enjeu, c'était l'enjeu de l'égalité de la commission égalité, dans le cadre de sa politique de lutte contre les discriminations et dans le cadre de sa logique d'inclusion, pour poursuivre la réflexion sur les solutions juridiques permettant de réduire et lutter les biais et discriminations dans le cadre d'utilisation d'IA génératifs. Enjeu de la formation, comme je le dis, il est vraiment névralgique et quand je vous écoute, mon cher confrère, je trouve qu'effectivement, la question, elle est cruciale en fait, parce que sans une maîtrise de la technique de prompt, je pense que on aura des difficultés finalement concernant les réponses que l'intelligence artificielle pourra à chaque fois nous apporter. Des enjeux concernant les règles et usages, parce que dans le cadre du devoir de compétence, devoir de prudence, devoir de diligence, devoir d'information du client, l'intelligence artificielle donc aura toute sa, comment dirais-je, sa place par rapport au respect du secret professionnel, avec bien sûr ses qualités incessibles, à savoir d'ordre public, absolu, général et limité dans le temps. L'enjeu de l'exercice non autorisé du droit, et là, je renvoie en fait à un rapport du Sénat de la fin de l'année 2024 qui est très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il permet effectivement d'attirer l'attention sur le fait que je dirais, certains acteurs du marché du droit numérique profitent finalement je dirais, de la confusion entre la notion d'information juridique et la notion de la consultation juridique pour finalement expliquer aux justiciables in fine qu'ils n'ont pas forcément, je dirais, l'obligation de recourir à des professionnels de droit. Le rapport du Sénat le dit de manière très claire, nous l'avons soulevé dans le cadre de la commission accès au droit, pour dire, dans le cadre de l'enjeu accès au droit, euh, il va y avoir en fait deux problématiques. La problématique de l'auto-juridication, à l'instar de ce qui se passe en fait en matière médicale, parce qu'il va y avoir un tel volume d'informations sur le net auquel le justiciable peut avoir accès qu'il aura nécessairement, je dirais, la tentation d'utiliser les informations qu'il utilise sans recourir à des professionnels de droit. Et le deuxième paradoxe, c'est le fait que l'explosion finalement de l'information juridique va à l'encontre en quelque sorte de la pertinence de l'usage de l'information juridique. Plus on a d'informations, plus en quelque sorte on est perdu en quelque sorte. Euh,
Les autres enjeux, c'est l'enjeu de la donnée, qui réinterroge sur la notion de la sécurité des données, la propriété de la donnée, la disponibilité de la donnée. Autre enjeu, c'est l'enjeu de la structure avec l'intégration de profils hybrides et de compétences en droit et propres à l'usage de l'IA et en perspective d'une évolution des fonctions des associés, des collaborateurs, des stagiaires, des élèves avocats au sein d'un cabinet. L'enjeu du droit matériel sur le droit, la responsabilité du fait de l'intelligence artificielle et de la responsabilité en lien avec la propriété intellectuelle. Plus bien sûr d'autres enjeux qui concernent d'autres groupes de travail, notamment l'enjeu environnemental et l'impact finalement environnemental de l'utilisation des intelligences artificielles génératives. Un autre questionnement qui a eu lieu dans le cadre du groupe de travail intelligence artificielle, c'était concernant les autorités de contrôle de l'IA. Et à l'instar du comité de contrôle d'IA qui est instauré au niveau européen, il était question de savoir est-ce que la CNIL pourrait rester l'autorité de contrôle et de régulation de l'IA au niveau national, ou est-ce qu'il faudrait passer finalement par une autre autorité de contrôle propre à l'IA qui serait en quelque sorte la déclinaison au niveau national du comité de contrôle IA au niveau européen. Autre problématique qui est très très importante et très stratégique, c'est la question de l'anglo-normativité. Je m'explique en fait. Les bases de données qui sont en plusieurs dizaines de milliards en fait de données existantes sur le net, ils sont à 99% formulés en langue anglaise. La langue française ne correspond qu'à 0,2% de ce qui existe en fait sur les masses de données. Et là, ça pose une véritable problématique en réalité. Ça pose la problématique que vous avez dit effectivement sur le fait que vous pouvez utiliser effectivement un LLM ou une solution française, mais quid en fait de la structuration, de la logique, de la construction finalement juridique que va vous proposer l'IA qui est entraînée, conçue, structurée sur la base finalement de la langue anglaise et potentiellement sur la base du droit géré du common law. Donc ça, c'est une véritable problématique. Et juste pour faire une petite déclinaison, tout à l'heure, vous avez parlé de la justice prédictive. L'enjeu qu'on a concernant le droit continental par rapport au droit américain, c'est qu'effectivement, le common law est une philosophie finalement basée sur la jurisprudence. Il s'apprête mieux à la justice prédictive, en quelque sorte, techniquement parlant, plus que le droit continental, qui est un droit écrit, basé sur une norme écrite. Et de ce fait-là, techniquement, il peut y avoir une inadaptation finalement de la logique, la transposition de la logique de la justice prédictive sur le droit continental. Cette problématique de l'anglo-normativité, je veux dire, n'est pas anodine, parce que euh, il va falloir penser, être vigilant contre billets donc anglo-saxons, promouvoir les legal tech francophones, intégrer l'IA en langue française et apporter une déclaration pour promouvoir l'usage du français dans les modèles d'IA comme étant un élément de la stratégie d'influence par le droit. Et dans le cadre des auditions qu'on a eues, dans le cadre des propositions, et vous avez eu tout à l'heure le réflexe de citer le guide qui a été établi par le Conseil national des barreaux, son groupe de travail intelligence artificielle. Et effectivement, parmi les prérequis pour le choix finalement d'une IA générative et son utilisation, c'est effectivement l'utilisation de la langue française et le fait que l'architecture et la structuration de l'IA soit faite sur la base du droit continental et en lien avec la langue française en fait. Il est clair que l'intelligence artificielle présente beaucoup d'avantages, ça c'est certain, de manière très claire. Quand je regarde en fait, que ce soit le rapport du Conseil national des barreaux, que ce soit le rapport de la Cour de cassation de juin 2025, le rapport fait par la rapportrice spéciale sur l'indépendance des juges et des avocats concernant l'intelligence artificielle dans le système judiciaire, promesses et écueils, que ce soit les états généraux de la justice de 2021 ou le dernier rapport sur l'état de la justice et l'intelligence artificielle par le ministère de la Justice,
je dirais tout le monde est conscient du fait que l'intelligence artificielle permet des avantages en termes d'accélération de traitement, en termes de extraction d'informations dans le cadre d'un procès, en termes d'aide à la rédaction, et parfois même, ce qui peut être même très dangereux dans le cadre de l'usage de la justice, en termes de l'aide à la décision judiciaire in fine. Ce qui n'est pas possible en fait dans le cadre du cadre européen, parce que l'IA Act, comment dirais-je, interdit le fait d'utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de l'administration de la justice, et à chaque fois, en fait, interdit non, mais il considère qu'en fait que les IA sont à haut risque en fait. Il les met dans les catégories il les classe dans le catégorie dans le catégorie d'usage à haut risque, et à chaque fois il y a une solution technique qui va avoir une interférence sur in fine sur la décision judiciaire prise par un juge, on considère qu'il y a un cadre très clair, très strict pour l'usage de l'IA. Donc les avantages, ils sont là, ils sont clairs, mais ces avantages-là, ils vont nécessairement avoir, je dirais, un impact sur la transformation du métier d'avocat. On va plus exercer de la même manière, c'est certain. Les magistrats, dans le cadre de leur mission d'administrer la justice, ne vont plus le faire de la même manière, parce que je dirais le fait d'utiliser des solutions techniques qui vous permettent de comprimer en quelque sorte le temps. Ce que vous faites en 5 heures, par exemple, si vous êtes en mesure actuellement de le faire en 5 minutes ou en 10 minutes, ne serait-ce que par exemple sur le résumé de, 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 d'éléments de dossier, euh, le rapport que vous avez en termes de temps n'est pas le même. Cette compression finalement de, de, de temps fait que la relation que vous avez avec votre dossier n'est pas nécessairement la même. Cette compression fera que nécessairement on serait dans le cadre d'une transformation finalement de ce qu'on on fait actuellement, on fonctionnera pas et on fonctionnera plus de la même manière. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez parlé de la problématique du contradictoire dans le cadre d'un procès pénal ou même dans le cadre d'un procès civil. Un juge qui utilise finalement une solution d'intelligence artificielle se pose la question en fait à laquelle on n'a pas de réponse actuellement sur l'explicabilité des algorithmes, c'est-à-dire les algorithmes qui ont permis finalement d'arriver à une solution. Les seuls qui sont capables finalement d'expliquer potentiellement, c'est le fabricant, le concepteur. Si vous ne disposez que d'une licence, si vous n'êtes pas propriétaire, vous ne pouvez pas accéder. Vous n'avez pas accès au code. Si le propriétaire finalement de la solution technique n'accepte pas, bien sûr, sous le sceau du secret, vos données finalement, le code permettant d'expliquer techniquement comment l'algorithme est arrivé à la solution. Euh, je pense que jusqu'en 2022, parce que effectivement, au 2023, on parle finalement de la révolution d'usage et pas de la révolution technologique, euh, le basculement a eu lieu avec l'utilisation finalement de l'IA connexionniste par rapport à l'IA symbolique. L'IA symbolique, en fait, il est basé sur une programmation. On a un programme qui est préétabli, on sait comment il est fait et on sait les résultats finalement auxquels ce programme peut aboutir. L'IA connexionniste pose la problématique de la boîte noire, en fait. C'est-à-dire qu'on a actuellement des cas de figure où c'est une IA qui s'entraîne automatiquement. Ce sont les algorithmes qui s'entraînent finalement de manière spontanée sans être supervisés par une compétence humaine. Et on se retrouve dans la situation où on va prendre des décisions en matière juridique, en matière médicale et en d'autres secteurs d'activité humaine sans comprendre en fait pourquoi on arrive à ces solutions-là. Hier, je lisais un article sur le CHU de Clermont-Ferrand dans le cadre de la PMA, dans le cadre de la procréation médicalement assistée. L'article est très clair, il dit on recourt à l'IA pour choisir les embryons qui ont le plus de chances en fait de, de succès. Il y a le choix qui est donné par l'IA marche à 99%. Il marche. À chaque fois, effectivement, il nous dit de prendre tel embryon, on le prend. Il n'y a pas de difficulté et ça marche. Et dans le cadre de l'article, le professeur dit, mais par contre, on ne sait pas comment. Elle arrive à ces choix-là. Ça pose une véritable problématique en réalité, d'un point de vue éthique.
on a une IA qui va choisir des embryons finalement, et on ne sait pas comment il le fait. On nous dit c'est uniquement la problématique de la boîte noire en fait. Et c'est fondamental en fait. C'est la même chose en fait, même dans les décisions judiciaires. Je dirais même à chaque fois, on va se retrouver dans des situations complexes et à chaque fois l'IA va être performante. Il y a de plus en plus, l'IA est performante, moins on aura le contrôle en fait. Et donc il faut régler à mon sens ces problématiques liées à l'explicabilité parce que l'explicabilité, là on va du contradictoire. C'est fondamental. Si une décision judiciaire faite, prise par une juridiction dans un dossier complexe, euh, si je dirais la justice ne permet pas de comprendre pourquoi on est arrivé là, il y a cette problématique-là. En matière pénale, on parle de la possibilité de transcrire l'audience. On nous dit c'est une évolution. C'est une évolution parce qu'on est capable finalement de transcrire l'audience de manière intégrale. Une forme de greffe numérique qui est en mesure en fait de prendre tout ce qui s'est passé par exemple sur une session d'assises pendant 2-3 jours au plus, 24 sur 24 en fait, à 100% pendant l'audience. Ok, très bien. C'est une évolution, peut-être, mais pas sûrement. Parce que quand on se pose la question sur l'oralité des débats, le rapport à l'oralité, c'est quoi? Un juge, en fait, finalement, qui va prendre des notes ou qui va avoir le souvenir de quelque chose qui a été dit dans le cadre de l'audience. Ce n'est pas la même chose que si on retranscrit finalement tout ce qui a été dit. Ce n'est plus oral, en fait. L'oralité, c'est le vivant, c'est l'immédiateté, c'est ce qui se passe à ce moment-là, avec finalement des résurgences de mémoire par rapport à un instant qui vient de se passer il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 3 heures. Et si on retranscrit tout, c'est une remise en question de principe finalement de l'oralité. Euh, Parmi les problématiques, et c'était intéressant finalement en travaillant je termine dans 2 minutes, très bien. Les problématiques concernant la dégénérescence en fait, ou le plafonnement, le passage de GPT-4, c'est ça, à GPT-5, ou l'impossibilité de passage de GPT-4 à 5 le démontre parce qu'on est arrivé à une saturation finalement de la base de données. Il n'y a pas suffisamment de données pour pouvoir nourrir l'intelligence artificielle de passer d'un modèle à un modèle plus performant parce que on a tout saturé. La problématique concernant la persuasion latente, c'est-à-dire à l'instar de ce qui se passe en fait quand on fait confiance à une sommité dans un domaine, on va tellement faire confiance à l'IA, on va tellement être dépendant de l'IA avec ce que les Nations Unies appellent l'illusion de la vérification. C'est-à-dire qu'un juge, par exemple, lorsqu'il va prendre sa décision, il est censé effectivement être en mesure de vérifier ce que l'IA va lui proposer, mais dans des dossiers, dans des situations complexes, on va faire tellement confiance à l'IA, ses résultats, que finalement l'obligation de vérification deviendra une illusion de vérification. Je terminerai juste par là, sur le double degré de juridiction. Dans le cadre des auditions que nous avions fait, un universitaire nous a dit de manière très simple et très claire, l'IA va poser une problématique sur le double degré de juridiction. Parce que le double degré de juridiction sur l'appel. Parce qu'en fait, ce qui se passe, les algorithmes qui vont juger en première instance, pratiquement ce sont les mêmes qui vont juger en appel. Parce qu'on ne va pas faire des algorithmes et des IA pour les juges en première instance et d'autres en appel. Et finalement, ce droit à la double degré de juridiction, à la limite, actuellement, on a l'illusion que on est jugé par des personnes, par des femmes, des hommes différentes, et à la limite, on a l'illusion que finalement, il y a un double degré de juridiction, même si effectivement, des fois, bon, les taux de confirmation peuvent aller dans le sens de dire, bon, sur l'effectivité de ce droit, mais là, en fait, avec l'usage de l'intelligence artificielle, c'est clair, il n'y aura pas de progression du procès. C'est les mêmes intelligences, c'est les mêmes solutions qui sont utilisées en première instance qu'on appelle, et d'ailleurs même qu'en cassation. Donc la progression du procès sera d'autant plus limitée avec l'usage des solutions techniques de l'IA générative, qui est un impasse a priori, parce que quand j'entends les spécialistes, ils nous disent la révolution technologique ne viendra pas de là, mais il viendra d'autres intelligences artificielles qui auront qui verront le jour dans quelques temps. Donc ça fait un peu, ça, ça, ça fait un peu peur en fait. C'est-à-dire que moi je remets pas en cause en fait le travail humain qui est fait sur l'intelligence artificielle, sur la science de l'informatique, sur
je me pose juste en questionnement, d'un point de vue épistémologique, de dire, il va falloir qu'on s'interroge sur le déploiement. On ne peut pas faire comme si, si ces technologies ne vont pas impacter je dirais nos quotidiens, ils ne vont pas impacter nos vies. Merci. Merci beaucoup maître pour cette intervention qui nous a vraiment bien montré les enjeux aussi de l'intelligence artificielle, les enjeux relatifs aussi à la modification du métier d'avocat, à sa transformation, et puis en matière de droit de la défense aussi, principe du contradictoire, et puis peut-être au-delà l'oralité des débats qui s'en trouvent fortement modifiés. Maintenant, nous allons entendre Madame Laura Pignatel sur cette fois-ci l'autre versant de cette table ronde qui est relatif aux neurosciences et à la défense pénale. Alors les neurosciences qui sont, vous le direz bien mieux que moi, chère Laura, l'étude de l'anatomie et du fonctionnement du cerveau. Voilà, on a tous en tête un peu ces études, vous nous direz si c'est correct ou pas, mais qui ont démontré a priori qu'un magistrat affamé ou fatigué eh bien, aura tendance à juger de manière beaucoup moins clémente qu'après une pause ou qu'en début de matinée. Ne serait-ce que ces études-là montrent que, en tout cas, que la compréhension du cerveau humain et des acteurs judiciaires permettront sans nul doute de mieux adapter aussi la défense pénale et de l'améliorer. Alors sans plus tarder, nous vous écoutons. Merci beaucoup, chère Ludivine. Mesdames, Messieurs, chers avocats en présentiel et à distance. Alors, je rebondirai simplement sur 2 éléments que Maître Aounil et Maître Humbert ont évoqués. Tout d'abord, personnellement, puisque vous évoquiez la Castaniche, et j'ai passé toute mon enfance dans un village en Castaniche, donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Et puis, deuxièmement, vous dire qu'avec les neurosciences, les avocats garderont la main puisque j'y vois là une manière de rester actif et d'ouvrir le débat contradictoire par rapport à la question que posait ce matin Maître Obadia, il me semble également. Mais j'y vois là surtout un argument destiné à faire en sorte que vous m'écoutiez, bien que l'on soit loin de la pause et que vous soyez assis dans des sièges confortables. Donc quelques mots d'introduction, si vous le voulez bien, sur les neurosciences, les définitions tout d'abord et le contexte juridique. Vous l'avez rappelé, les neurosciences correspondent à l'étude de la structure et du fonctionnement du système nerveux, depuis les aspects biologiques et chimiques jusqu'à des aspects plus fonctionnels comme l'étude de la personnalité, des comportements, des pensées et des émotions. Et donc, les neurosciences sont un ensemble de sciences extrêmement variées et différentes qui s'intéressent à des champs très divers. Et aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement des neurosciences cognitives qui aident donc à comprendre les comportements et les émotions. En neurosciences, on évoque souvent les technologies et particulièrement les neurotechnologies qui sont de 2 types. Les technologies d'exploration du cerveau telles que l'IRM et l'électroencéphalographie, j'y reviendrai, qui permettent d'observer à la fois la structure et le fonctionnement du cerveau. Et puis, on a des techniques plutôt d'amélioration du fonctionnement du système cérébral. Certaines de ces techniques sont très anciennes, comme l'utilisation des médicaments, ou plus fréquentes comme l'utilisation d'implants cérébraux ou de stimulation cérébrale profonde qui posent des questions éthiques et juridiques différentes de celles que l'on va aborder aujourd'hui. Et donc, on comprend que les neurotechnologies ou les techniques d'imagerie cérébrale et les différentes recherches neuroscientifiques puissent intéresser l'avocat, le magistrat, parce qu'elles s'apparentent à une nouvelle preuve scientifique. Le cadre juridique est le suivant. Alors, on n'en a pas forcément connaissance puisqu'il nous vient d'une loi de bioéthique. Il faut savoir que la loi de bioéthique du 7 juillet 2011 avait inséré un nouvel article dans le code pénal, dans le code civil, pardon, l'article 16-14, qui était vu à l'étranger comme le premier article qui encadrait véritablement le recours aux neurosciences et aux techniques d'imagerie cérébrale dans un procès à l'occasion d'expertise judiciaire. Et donc, il faut bien comprendre le contexte parce qu'à partir des années 2010-2011, la loi
française et la France de manière générale entrait dans ce que certains spécialistes ont pu décrire comme l'ère du neurodroit, c'est-à-dire ce champ interdisciplinaire mêlant des aspects juridiques, le droit, aux aspects neuroscientifiques. Donc, aujourd'hui, mon propos s'articulera en 3 parties. Finalement, pourquoi en parler? Pourquoi parler des neurosciences? Comment s'en servir en tant qu'avocat? Et pourquoi s'en servir aujourd'hui et également demain? Donc pourquoi en parler? Puisque, je l'ai dit à l'occasion d'un procès, comme tout autre type de preuve scientifique, les neurosciences apparaissent comme un nouvel outil, une nouvelle preuve scientifique. Alors nouvelle, pas tant que ça, puisque depuis 2011 et même avant, mais c'est un élément supplémentaire pour rechercher la vérité et donc pour construire la décision judiciaire. Et il faut bien comprendre que l'intérêt de neurosciences est le suivant, c'est en effet de mieux comprendre les déterminants du comportement humain ou de visualiser grâce à une image cérébrale une anomalie qui permette d'expliquer un passage à l'acte. Et donc évidemment que tout cela participe d'une meilleure compréhension de la décision judiciaire et par la même occasion d'une acceptation de celle-ci, voire de légitimité de la décision judiciaire. Pourquoi c'est important pour l'avocat en matière pénale? Puisqu'il me semble que la bonne application du droit pénal impose non seulement de bien maîtriser les règles du droit pénal pour juger ce que la personne a fait, mais qu'elle suppose surtout et avant tout de comprendre qui elle est. Et c'est là que les neurosciences viennent apporter quelque chose. D'un autre côté, il est vrai que cette preuve scientiste peut faire peur parce qu'on touche au cerveau, parce qu'on touche à l'individualité de la personne et parce que d'un point de vue pénal, il est vrai que accéder à des informations cérébrales, eh bien, peut présenter un danger considérable puisque cela peut s'apparenter à une forme d'aveu et avec des conséquences, puisque si on observe une lésion cérébrale, parce que l'intéressé dit souffrir de pulsions sexuelles et que on fait un scanner de son cerveau, on s'aperçoit effectivement qu'il a une tumeur dans une région particulière du cerveau et puis après opération, eh bien les pulsions disparaissent. Cela pose des questions en termes de causalité entre la pulsion et le comportement. Il ne faut pas faire dire aux neurosciences ce qu'elles ne disent pas, puisqu'une image cérébrale est une interprétation et on ne peut parler que de probabilité, voire de corrélation, et donc pas de causalité. Est-ce que cela veut dire qu'il faut les écarter du débat? Non, au contraire, elles permettent d'expliquer et donc de mieux comprendre ce qu'il a pu se passer dans la tête ou dans le comportement de manière générale. Et donc la question aujourd'hui n'est pas de savoir si les neurosciences sont bonnes ou mauvaises pour le droit ou pour l'avocat, mais plutôt de savoir comment l'avocat peut s'en servir pour qu'elle le soit. Et donc, comment s'en servir? En fait, il faut savoir que les techniques d'imagerie cérébrale sont de 2 types. On l'a dit, celles qui explorent l'activité cérébrale et celles qui le modifient. Mais parmi celles qui explorent l'activité cérébrale, en réalité, on trouve 2 grands types de techniques. À la fois les techniques d'imagerie anatomique, dont l'IRMA, ce que vous voyez à l'écran, est l'exemple le plus typique, le plus classique, puisque l'IRM anatomique permet, comme son nom l'indique, d'observer en 3 dimensions l'image d'un cerveau, donc en noir et blanc, et donc en quelques secondes d'avoir des renseignements sur la localisation ou non d'une lésion ou d'une tumeur, quelle qu'elle soit, dans le cerveau. L'autre type de technique, donc là c'est un cliché d'imagerie anatomique classique. L'autre grand type de technique, ce sont les techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle. Et donc là, vous le voyez à l'image, on a ici un cliché d'IRM fonctionnel qui permettent cette fois-ci d'obtenir des images du cerveau en couleur et de pouvoir cibler des zones particulières du cerveau avec une machine qui est la même que celle d'un IRM anatomique. Simplement, lorsque l'intéressé, donc là on est plutôt dans les conditions d'une recherche scientifique, eh bien, va passer un examen avec un système de miroir qui lui permet d'observer ce qu'il se passe à l'écran et de répondre donc à des questions. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Laura.
quel âge avez-vous? J'ai tel âge. Et de pouvoir dire, voilà, vous observez par exemple un as de cœur et vous devez dire que c'est un as de trèfle. Et donc les chercheurs observent comme ça l'activité cognitive et c'est comme ça, hein, si je vulgarise, qu'aux États-Unis, eh bien, ils prétendent détecter la case du mensonge en laboratoire ou la case de la pédophilie si on fait observer des images à caractère pédophile ou pédopornographique. La différence entre ces deux grands types de techniques tient aux images que l'on obtient en couleur ou en noir et blanc, mais surtout au fait que l'IRM anatomique permet d'observer la structure, l'IRM fonctionnel comme l'électroencéphalographie d'ailleurs, qui est ce casque d'électrodes que l'on vous pose sur la tête et qui permet d'avoir un tracé de l'activité électrique du cerveau. En réalité, ces deux techniques, anatomiques ou fonctionnelles, ont un point commun. C'est qu'elles ne sont en aucun cas ni une photographie du cerveau, ni une vidéo de l'activité du cerveau, mais simplement une représentation d'un cerveau qui est sujette à diverses interprétations. Et donc, aux États-Unis ou dans d'autres pays, hein, et notamment l'Inde, les techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle, l'EEG, l'IRM fonctionnel, ont pu être utilisés comme preuve dans certains procès, et notamment en matière pénale, dès la fin des années 90 ou dans les années 2000-2010, et à différentes fins, prouver l'altération des capacités cognitives, l'altération du discernement, l'immaturité du cerveau de mineurs délinquants, voire dans certains cas comme des détecteurs de mensonges, c'est-à-dire des formes de polygraphe en version 2.0. Et donc, c'est la raison pour laquelle la loi de bioéthique du 2 août 2021 est venue modifier la rédaction de l'article 16-14, puisque dans sa rédaction initiale, comme vous le voyez à l'écran en 2011, l'article 16-14 si je simplifie, autorisait le recours à toutes les techniques d'imagerie cérébrale selon certaines finalités, c'est-à-dire dans le cadre de recherche médicale, scientifique ou dans le cadre d'expertise judiciaire, en prévoyant évidemment, hein, puisque l'acte touche le corps humain, hein, le consentement de la personne. Et puisque à l'étranger, l'IRM fonctionnel était utilisé comme un détecteur de mensonges, en 2011, la loi de bioéthique a modifié la rédaction de l'article 16-14 en finalement interdisant le recours à l'imagerie cérébrale fonctionnelle, précisément dans le cadre d'expertise judiciaire. Alors cette peur, elle était pressentie hein, au moment des débats qui entouraient l'adoption de la loi de bioéthique en 2011, puisque dans les travaux parlementaires, il était précisé que cet article, finalement, pour moi, donnait naissance à une nouvelle forme d'expertise. À côté de l'expertise génétique, on aurait une expertise neuroscientifique, mais qu'on pouvait avoir recours à cet article-là que pour, je précise, objectiver l'existence d'un préjudice, donc en matière de contentieux en responsabilité, soit l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique sur le fondement de l'article 122-1 du Code pénal, de sorte qu'il n'était possible d'utiliser ces techniques en justice que pour analyser le fonctionnement du cerveau d'une personne et en aucun cas pour inférer, lire sa pensée. Mais c'est vrai que dans sa rédaction initiale, l'article 16-14 apparaissait assez incomplet et c'est la raison pour laquelle la loi de 2021 l'a exclu, l'imagerie cérébrale fonctionnelle, du domaine de l'expertise judiciaire. Bon, personnellement, on peut comprendre hein, les raisons de cette interdiction. Personnellement, moi, j'ai du mal à les comprendre, puisque pour ne vous citer qu'un exemple, l'affaire Vincent Lambert, qui n'est pas une affaire pénale, hein, mais dans l'affaire Vincent Lambert, le Conseil d'État avait nommé un collège d'experts en neurosciences pour vérifier l'état de conscience minimale du sujet. Et donc, en fait, très simplement, on parlait à l'intéressé tout en lui ayant posé un casque d'électrode, et si le cerveau réagissait, eh bien, ça signifiait hein, qu'il n'était pas dans un état de conscience minimale. Et donc, on avait eu recours à des techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle.
dans le cadre d'une expertise judiciaire. Donc, quid aujourd'hui de l'application de cet article dans de telles affaires? Il apparaît en réalité que cet article, il est plutôt symbolique et là encore, finalement, on peut se servir des neurosciences de deux manières. Avant 2011, aujourd'hui ou demain, c'est la même chose, soit de manière directe, soit de manière indirecte. De manière directe, c'est par le canal de l'expertise judiciaire, parce qu'un magistrat va ordonner une expertise judiciaire et demander à un expert titulaire d'un diplôme en neurosciences de se prononcer sur tel ou tel aspect technique, ou alors elles intègrent indirectement le procès par, cette fois-ci, non pas le canal de l'expertise judiciaire, mais par le canal du dossier médical du client, puisque, par exemple, dans le cadre d'un accident de la circulation, il a fait un examen d'imagerie cérébrale et on l'a effectivement dans le dossier médical. Donc les neurosciences, finalement, avant 2011 et avant cet article-là, elles étaient déjà là. Dès lors, pourquoi s'en servir? Et là, que l'on soit clair sur le sujet, pour lire dans la tête d'une personne, du prévenu, d'une victime, d'un juge ou d'un enquêteur, parce qu'on va voir cela, à l'évidence, non. Non, pourquoi? Parce que, mais c'est ma position, au même titre que l'ADN ne parle pas, les neurotechnologies ne permettent pas de lire dans la tête des gens, ni aujourd'hui, ni demain. Néanmoins, elles permettent de mieux comprendre le comportement d'une personne, voire d'adapter son propre comportement, voire sa stratégie et sa plaidoirie en fonction de son auditoire. Et donc aujourd'hui, pourquoi se servir des neurosciences? Hop, pour plusieurs choses, comme vous le voyez devant vous à l'écran, puisque en réalité, les images cérébrales et les neurosciences sont déjà utilisées et elles sont utiles à plusieurs fins. Tout d'abord, en droit des personnes, puisqu'il est fréquent qu'un dossier comporte des clichés d'imagerie cérébrale en matière d'incapacité, d'assistance éducative, puisque pour prouver le degré d'altération des facultés mentales, eh bien, on a généralement un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin spécialiste, et ce certificat, il doit prouver avec précision l'altération des facultés mentales, et donc généralement dans ce cadre-là, eh bien, il y a eu des examens neurologiques qui ont été réalisés. En matière d'assistance éducative et de syndrome du bébé secoué, puisque une image cérébrale permet d'objectiver beaucoup plus facilement et directement une situation de danger et de maltraitance d'un enfant. C'est souvent le cas en matière d'expertise post-mortem, de traumatisme balistique, ou alors pour étudier l'étendue des séquelles cognitives. En matière de syndrome de bébé secoué, l'imagerie cérébrale est souvent présentée comme la reine des preuves, puisque c'est vrai que dans le cerveau, il y a des lésions particulières, mais elle ne doit pas être la reine des preuves, puisque le syndrome du bébé secoué, il s'observe, si je simplifie, selon deux éléments, le cerveau du bébé, mais surtout une analyse du corps du bébé, puisque pour secouer le bébé, il faut le prendre d'une certaine manière et souvent c'est au niveau des pouces et du sternum. Donc l'imagerie cérébrale est forcément couplée à un examen clinique, mais c'est vrai que parce qu'elle fascine et qu'on a l'impression que c'est une preuve scientiste, eh bien on lui fait dire ce qu'elle ne dit pas. En tout cas, seule, elle ne peut pas être utilisée, elle ne doit pas être utilisée. Pour expliquer un passage à l'acte également, puisque l'imagerie cérébrale, voire des recherches neuroscientifiques, peuvent être utilisées d'un point de vue criminologique ou d'un point de vue de l'étude de la personnalité pour expliquer soit le passage à l'acte ou des troubles de la personnalité. Je vous ai pris deux exemples totalement différents, assez récents. En décembre 2020, devant la juridiction correctionnelle de Paris, Luigi Ventura, évêque, était accusé d'agression sexuelle sur plusieurs hommes et le parquet de Paris avait pris l'initiative de solliciter une expertise neurologique de ce dernier, puisque ce dernier invoquait le fait d'avoir subi une opération du cerveau, l'ablation d'une tumeur, qui avait endommagé son lobe frontal. Et dans le lobe frontal, il y a une région cérébrale particulière qui est impliquée dans la régulation des émotions et des pulsions. Et donc pour lui, cette opération aurait provoqué une certaine désinhibition et donc l'aurait empêché en fait de se contrôler et de contrôler ses pulsions sexuelles. Donc il y avait cette expertise-là.
Le tribunal est entré en voie de condamnation, mais cela a permis néanmoins d'ouvrir la discussion et de discuter sur des éléments scientifiques. Et donc, le cerveau de l'intéressé était au cœur des débats sur la capacité à maîtriser son comportement. En neurosciences, on appelle cela l'agentivité. En responsabilité pénale, on parlerait d'imputabilité, mais les deux notions sont assez similaires. L'autre exemple, plus récent, c'est l'affaire Jean, Pormanov. Cet été, Jean Pormanov, c'est, cet influenceur, français, Raphaël Graven, qui est mort sous l'œil des caméras. Il avait 46 ans et depuis des mois, en fait, il était, victime de sévices, d'humiliations et dans le cadre de vidéos en live, qui étaient filmées et donc il est mort, à l'occasion de des vidéos qu'il tournait. Et une des questions qu'on a pu se poser, c'était de se dire, mais comment autant de personnes, et même d'un point de vue pénal, ont pu regarder cette vidéo? On pourrait se dire, est-ce qu'ils sont complices aussi puisqu'ils pourraient aider au passage à l'acte? Mais d'un point de vue neuroscientifique, ça pose la question de savoir comment autant de personnes ont pu être attirés par ce genre de vidéo, parce que là, on est sur beaucoup de vues. Et en réalité, il y a un professeur de psychologie cognitive à l'Université de Bordeaux qui nous explique que l'attirance pour les scènes cruelles ou macabres active des zones de notre cerveau impliquées dans la curiosité et dans la prise de risque. C'est ce qui explique notamment, donc c'est sur la base de travaux américains et de l'Université de Chicago, que l'on sait pourquoi tant de personnes sont passionnées par des séries ou par des émissions telles que, voilà, Ludivine, vous le dites, faites entrer l'accusé. Et en réalité, c'est parce que, quelque part, ça rassure. Pourquoi? Parce que le cerveau va encoder, en fait, ces situations menaçantes pour pouvoir mieux les identifier dans la vie réelle et pour pouvoir, mieux réagir. Donc cette fascination, elle s'explique et on comprend, véritablement que les plateformes numériques tirent, habilement, profit de cette vulnérabilité, cette sensibilité particulière, mais en criminologie, ça a un sens particulier, cette vulnérabilité, qui pourrait donc expliquer que beaucoup de personnes aient pu regarder donc le décès de cette personne-là, voire les visualiser plusieurs fois. De même, les neurosciences, elles sont très intéressantes pour l'avocat pénaliste aussi, puisqu'elles permettent de qualifier, voire disqualifier une infraction. Là encore, deux exemples. L'imagerie cérébrale, elle permet de prouver l'existence d'un psychotraumatisme. Et ce psychotraumatisme, il est notamment à travers l'existence du stress post-traumatique, il est un dommage corporel. Or, la chambre criminelle a pu considérer qu'en présence d'un dommage corporel, l'infraction de violence volontaire psychologique pouvait être caractérisée donc au sens du code pénal. Deuxième exemple, récemment, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, donc c'était le 7 novembre, a pu juger que dans le cadre d'un accident de la circulation particulièrement grave et violent, compte tenu de la vitesse à laquelle roulait le conducteur qui avait percuté le véhicule de la victime causant son décès, eh bien, l'amnésie dont il souffrait eu égard à la violence du choc, puisqu'en réalité l'intéressé était sorti de son véhicule, et puis il avait fait du stop au bord de la route pour retrouver sa fille qu'il devait aller chercher. C'est la raison pour laquelle il roulait à plus de 200 km/h sur l'autoroute et a causé un accident. Et il était poursuivi notamment donc pour homicide involontaire aggravé, double circonstance aggravante et notamment l'une du délit de fuite. L'avocat, sur la base de l'amnésie dont il souffrait en raison de la violence du choc, puisque l'intéressé disait ne plus se souvenir des circonstances de l'accident, il s'était rendu le lendemain au commissariat en disant écoutez, j'ai eu un accident, je ne sais pas s'il y a eu des victimes, je ne me rappelle de rien. Eh bien, l'avocat a pu disqualifier cette circonstance aggravante et donc le délit de fuite, finalement, n'a pas été caractérisé sur la base de cette amnésie et donc sur la base de recherches neuroscientifiques. L'intéressé n'avait pas subi d'examen d'imagerie cérébrale, mais des experts avaient pu montrer qu'effectivement, la perte de mémoire pouvait être causée par un choc au cerveau.
Et donc, le dernier apport essentiel, c'est d'expliquer, hein, puisque la littérature est assez nourrie sur le sujet, d'expliquer les biais cognitifs, en particulier chez les magistrats. Et on sait, grâce à de nombreuses études en France ou à l'étranger, que il existe des biais cognitifs, donc nous sommes tous biaisés, et que le procès pénal constitue un contexte d'incertitude extrêmement propice aux biais cognitifs. Contrairement à d'autres contentieux, l'étude en 2020 le chiffre à plus de 58%, donc ce qui est énorme, hein. En matière pénale, il y a 58% de biais, et en particulier le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est le suivant, c'est que dans un contexte d'incertitude, l'esprit humain construit son jugement autour de la première information, l'encre, dont il a pu disposer. Ce premier élément d'information, cette encre, va agir sur l'esprit humain, et des expériences ont montré que même si cette encre, c'est un dé jeté, et même un dé truqué, c'est-à-dire qu'on va demander au magistrat de jeter un dé, le dé était truqué sur le chiffre 3 ou le chiffre 9, même lorsqu'ils savent que le dé est truqué, eh bien ceux qui auraient lancé le dé sur 3, eh bien vont prononcer des peines plus faibles que ceux qui auraient lancé le dé sur 9. Et donc, ces études montrent en réalité l'impact que peuvent avoir les réquisitions, sévères ou non, du parquet, mais également l'ordre des témoins. On sait aussi qu'il y a un effet de halo qui se produit particulièrement en matière pénale. Cet effet de halo, c'est cette première impression, hein, ce qui conduit parfois l'avocat à demander à son client de bien se tenir, de bien s'habiller, puisqu'effectivement, c'est prouvé d'un point de vue scientifique, cela a un impact, hein, sur la prise de décision. Et donc, demain, comment se servir des neurosciences? Eh bien, la réponse est simple, pour l'enquête. Donc en matière pénale, c'est particulièrement intéressant pour l'enquête et pour deux choses. Premièrement, pour prouver cette fois-ci l'existence de biais des enquêteurs, et donc prouver comment, dès le départ, une enquête peut être biaisée. Et donc ce sont des chercheurs, hein, de la Weizmann Institute of Science en Israël qui se sont intéressés à l'identification des biais cognitifs qui influencent l'analyse, la prise de décision, hein, des enquêteurs, donc qui est extrêmement intéressante. Et ils nous disent finalement, on ne peut pas débiaiser les personnes, mais il y a parfois des outils qui peuvent être mis en place très facilement. Une audition, par exemple, eh bien, peut se faire systématiquement à deux. Un enquêteur qui pose des questions et un enquêteur qui regarde les réactions de l'intéressé, sa manière de se positionner, voilà, de se tenir, parce qu'il y a forcément des mimiques qui ne trompent pas. Et l'étude la plus surprenante et à la fois la plus fascinante et inquiétante, c'est en matière d'amélioration de la qualité des témoignages, et je terminerai par là, puisque les neurosciences couplées à l'intelligence artificielle donnent naissance à des projets tels que le projet Brain Eat ou Mindy Video. Et pour faire simple, c'est reconstruire la vision humaine à partir des activités cérébrales. Donc cela se passe en laboratoire et uniquement en laboratoire aujourd'hui, hein, c'est la raison pour laquelle je pose la question de demain. Et donc, à partir des clichés d'imagerie cérébrale fonctionnelle, eh bien, et des ordinateurs et de l'intelligence artificielle, on arrive à reconstruire des vidéos ou des images de ce que la personne a pu voir. Et donc là, vous le voyez à l'image, hein, on est bien loin de pouvoir reconstituer un témoignage et bien loin d'un nouveau type de profilage par intelligence artificielle et neurosciences. Bien loin, quoique seul l'avenir nous le dira. Donc je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, chère Laura, pour cette intervention très éclairante. Ce que tu as dit sur, à propos des biais des enquêteurs et le fait d'avoir deux enquêteurs, par exemple, permet un petit peu de limiter ces biais, fait penser en fait à l'importance de la collégialité aussi, telle qu'on la conçoit en matière de justice pénale surtout, bien que cette collégialité soit aujourd'hui battue en brèche, hein, qu'on va vraiment
de plus en plus vers l'instauration d'un juge unique pour beaucoup, beaucoup de contentieux. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame. Je- J'ai l'impression que c'est allumé, non? Il est allumé, je crois, hein. Ok. Merci pour toutes ces interventions très, très intéressantes. Alors, ma question va jumeler l'IA et les neurosciences. Euh, je me demandais bien, est-ce qu'il y aurait un lien entre le détecteur de mensonges pendant une enquête et la neuroscience? Et en deuxième volet, le détecteur pourrait-il induire en erreur et biaiser la suite de la procédure? Merci. Alors oui, il y a pour la première question, il y a un lien entre les neurosciences et cette nouvelle forme de détecteur de mensonges, hein, si j'ai bien compris votre question. Et c'est la raison pour laquelle le législateur s'est inquiété, puisque aux États-Unis, aussi bien dans le monde juridique que le monde privé, on a recours à l'IRM fonctionnel pour pouvoir détecter le mensonge. Il y a vraiment des entreprises qui se sont spécialisées dans la détection du mensonge, comme le business, hein, leur véritable business, voire de détecter le mensonge chez de futurs salariés que des entreprises recruteraient. Donc c'est perçu comme une version du polygraphe. Néanmoins, en réalité, je pense que c'est faux parce qu'on prétend dire qu'on détecte des pensées alors qu'on ne détecte que, enfin, l'imagerie cérébrale n'est qu'une interprétation d'une activité du cerveau, si vous voulez, comme à l'image d'un muscle. Lorsque vous faites de la musculation, il va consommer de l'oxygène. Et bien, le cerveau, lorsqu'il il fait une tâche cognitive, il va lui aussi consommer de l'oxygène, de l'oxyhémoglobine, et en réalité, c'est ce signal de d'oxygénation dans le sang que l'imagerie cérébrale va estimer et mesurer. Donc on va pas détecter, on détecte pas des pensées, donc c'est faux. Et la deuxième chose, c'est que quand on prétend détecter le mensonge, c'est parce que en laboratoire, on a fait des expériences là-dessus, mais c'est un mensonge programmé, puisque quand on vous demande de regarder un as de trèfle et de dire que c'est un as de cœur, pour moi c'est pas du mensonge. Et puis et puis c'est évacuer aussi la question des personnes qui sont mythomanes, qui sont malades et qui ne savent même pas qu'elles mentent. Donc, il faudrait pouvoir identifier la case neurale du mensonge et on en est bien loin aujourd'hui. La deuxième question. Alors, je pense que oui, mais je laisserai les avocats également répondre sur cette question-là. Oui, si c'est mal maîtrisé. C'est toujours pareil, si on n'est pas formé, si on n'est pas informé, mais j'allais dire, c'était le même cas à l'époque avec la preuve par magnétophone, hier avec la preuve génétique et aujourd'hui d'ailleurs avec la preuve neuroscientifique comme n'importe quelle preuve en réalité. Mais dès lors qu'on est formé et que l'on sait que c'est uniquement une explication parmi tant d'autres, il me semble que les neurosciences sont un outil formidable. Néanmoins, il est impossible de les utiliser effectivement comme détecteurs de mensonges à l'heure actuelle. Alors, il y avait peut-être une question sur le chat pour vous, maître. Alors, voilà, un participant nous demande, voilà, pouvez-vous préciser quels sont les risques résiduels liés à l'anonymisation des données avant envoi vers un modèle cloud comme Gemini 3 Pro? Y a-t-il des cas où l'anonymisation pourrait ne pas suffire à garantir la confidentialité absolue? Et si oui, quelles sont les alternatives proposées par Mistral pour les couvrir? En fait, pour être le plus sécuritaire possible, la solution en local est la solution qui est la plus conseillée. Pourquoi? Parce que même si on utilise des logiciels d'anonymisation, les modèles d'IA sont de plus en plus puissants. Et le modèle de Gemini 3 Pro est actuellement le meilleur modèle au monde. Et on pourrait très bien utiliser d'autres IA pour remonter l'information qui a été anonymisée et pour pouvoir identifier les personnes. C'est pour cela que je dis dans le cadre d'un usage
pénale, il vaut mieux utiliser une IA en local. Au moins, les données sont sur ordinateur, elles sortent pas et on évite tous les biais et tous les risques. De toute façon, il y a toujours un risque possible lorsque ça part vers un cloud, même un serveur qui est sécurisé. Il y a des risques de fuite. Voilà. Une question observation en fait pour l'IA. Bon, moi, je débute complètement pour l'intelligence artificielle, mais justement, j'ai voulu désanonymiser un magistrat. C'est-à-dire, je cherchais dans une décision qui n'est pas du droit pénal d'ailleurs, à savoir ce que ce magistrat avait jugé avant, parce que j'avais un cas bien spécifique à lui proposer. Donc, quand je suis arrivée pour plaider, j'avais les décisions qu'elle avait rendues, ce que permet l'intelligence artificielle, puisqu'elle est pensée à l'américaine, donc avec le nom des juges. Eh bien, alors que j'avais tous les critères, il n'en manquait aucun, elle a décidé de l'exact contraire de ce qu'elle avait décidé un mois avant. Alors, je me demande quel est le caractère prédictif finalement. Je sais qu'elle a cette opinion, j'ai même dit à mon client qu'elle avait cette opinion et pourtant elle en prend une autre. Donc à quoi ça me sert? C'est la question que je vous pose. À quoi la collecte de l'information passée peut me permettre de comprendre ce qu'elle va décider? Si ce n'est que, effectivement, non, non, si ce n'est que le client était, voilà, était quelqu'un qui certainement n'entraînait pas sa sympathie. Voilà, c'est tout. C'est la seule question. Est-ce que ça rentre dans le prédictif? Ou est-ce que c'est effectivement, là, on est plutôt dans l'émotionnel et dans quelque chose qui nous échappe totalement et qu'on ne pourra à aucun moment identifier? C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez une réponse et un mois après, vous avez une réponse différente, une Voilà, conclusion différente. Ouais. exactement. C'est une problématique en fait technique en fait liée aux erreurs, appelée techniquement on appelle ça la température en fait. Techniquement, c'est-à-dire qu'une IA, avec on rentre des informations ou des données, en prompt, on a une première réponse dans un sens et on peut avoir une réponse dans un autre sens en fait. Et donc du coup, ça, c'est pour l'instant, ça fait partie des marges d'erreur en fait finalement des solutions proposées pour l'instant. Mais ça rejoint votre questionnement, effectivement. Pour l'instant, je veux dire, quelle est finalement la pertinence et l'utilité de ne pas échapper à ce genre de, je dirais, d'erreur. Maintenant, euh, je ne sais pas ce que l'évolution technologique va donner dans quelques années, en fait. C'est Non, ça, mais là, en termes de... c'est-à-dire qu'on collecte l'information pour un même magistrat Oui, oui, qui prend deux décisions radicalement opposées avec exactement le même abstract, les mêmes substrats, la même chose. oui. Donc, est-ce qu'on est effectivement en présence d'un magistrat qui a un biais majeur Ah, et dès lors, ça ne me sert à rien de savoir ce qu'elle a décidé. oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 c'est bon. Oui. J'ai peut-être un élément de réponse, mais c'est très personnel. Je me dis que peut-être dans ce cas-là, avec l'enseignement des neurosciences, etc., sans être biaisé, il y a peut-être eu un élément qui a fait que le magistrat a pris une décision différente. Et donc, avec la base de mes recherches en IA, là, c'est là que le contrôle et la plus-value de l'humain restera toujours, c'est d'identifier l'élément, peut-être de contexte, qui diffère par rapport à tout ce que j'ai, voyez? Ouais, je comprends. Cette recherche, voilà, va me servir à identifier, eh bien, peut-être un élément aujourd'hui qui est différent et qui pourrait, faire, que le magistrat, prendrait une décision différente. Il y a peut-être un élément de contexte, le sexe aussi peut-être, de l'intéressé, je sais pas, hein, Patrice, Ah oui, je lui ai donné. Euh, je vais vous donner un exemple. Ah, ils vont pas l'entendre. Oui, bien sûr, je l'avais écrit clairement dans les conclusions, bien sûr, bien sûr. Et réellement, il n'y avait aucune différence. Aucune. Elle aurait dû juger de la même manière. Oh, c'était les mêmes arguments inversés. Enfin, voilà. Donc, non, mais c'est simple. C'est pas pour vous raconter l'histoire. C'est que dès lors, qu'est-ce que je peux présenter au client comme étant prédictif? Puisqu'il y a forcément à ce moment-là une intervention purement humaine et irrationnelle, si je puis dire. Ouais. Au-delà de ça, à titre personnel, je vous partage cette réflexion.
moi, l'IA me permet d'avoir un certain nombre d'informations que je n'avais pas avant. Je vous donne un exemple très concret dans ma spécialisation. Je suis spécialiste en dommages corporels. On s'est rendu compte que, par exemple, sur des souffrances endurées, un 3 sur 7, eh bien, si vous êtes un homme de 50 ans, à la différence d'une femme de 20 ans, eh bien, on n'a pas les mêmes décisions, on n'a pas les mêmes montants qui sont alloués. Vous voyez? Et ça, c'est intéressant parce que c'est la collecte de milliers de jurisprudences qui nous ont permis, avec l'IA, de pouvoir faire ressortir cela. Et pendant quelques mois, avant que l'information arrive aux oreilles des compagnies d'assurance, j'ai présenté des jurisprudences dont je savais pertinemment que c'était des jurisprudences qui étaient favorables. Voilà. Donc après, tout s'annule puisque l'information circule et on vérifie ce genre de choses. Mais l'IA a permis d'avoir un peu plus d'informations pour pouvoir pencher d'un côté ou de l'autre. Voilà. Alors, d'abord, merci pour cette intervention très pertinente sur des enjeux futurs et contemporains. Alors, j'ai une question assez terre à terre sur l'IA. De ce que j'ai compris de vos interventions, Maître Imbert et Maître Aounil, c'est que ce qui importe dans l'utilisation d'un logiciel d'IA, c'est la transparence et l'indépendance. Or, pour réaliser ces deux considérations, la meilleure solution est de réaliser un auto-hébergement. Sauf que l'auto-hébergement implique la création d'un RAG de manière autonome. Or, la création d'un RAG, ça implique l'utilisation de certaines données qui sont soit publiques, donc tout ce qui est OSINT et compagnie, si je peux le citer ça comme ça, mais d'autres données sont, elles, protégées par la propriété intellectuelle. Et donc, je me demandais dans quelle mesure un avocat quelconque, lambda, peut avoir recours à une solution autonome qu'il crée lui-même, sans pour autant poser problème dans tout ce qui est RGPD, propriété intellectuelle, et de manière plus subsidiaire, est-ce que ça ne crée pas un risque peut-être d'inégalité entre certains avocats qui sont plus fortunés que d'autres et qui peuvent donc avoir recours à des solutions maison, alors que d'autres sont plus condamnés à avoir recours à des solutions qui sont créées par des confrères ou par des grandes entreprises. Merci. Oui, il est évident qu'il y a toujours un principe d'inégalité des armes en fonction des moyens d'une défense, mais vous aurez la chance d'avoir un cabinet pénaliste renommé qui mettrait 30 ou 40 collaborateurs sur un dossier face à un cabinet d'un exercice de droit de l'artisanat. Il y aurait une différence dans les qualités des armes. Maintenant, au niveau de l'intelligence artificielle, il faut savoir que depuis quelques années, on a des clés API qui nous permettent d'accéder aux informations des juridictions, par exemple de la Cour de cassation. Et lorsque nous, on travaille, moi j'ai ma Legal Tech qui s'appelle Loya, on crée des RAG en fonction des domaines d'intervention et on récupère de manière très régulière et très régulièrement les informations avec cette clé API où j'ai créé un agent qui est spécialisé dans la mise en œuvre d'un commentaire d'arrêt. Donc, je lui ai expliqué la technique pour faire des commentaires d'arrêt et j'alimente mon RAG de cette manière-là. Voilà. Donc, il y a cette possibilité, mais il ne faut pas perdre à l'esprit que il est possible que dans quelques années, nous atteignions l'AGI, c'est-à-dire la super intelligence. Et là, il pourrait y avoir un très grand basculement. Et j'en parle pour lancer la discussion, relancer la discussion auprès de mon confrère, parce que c'est une hypothèse euh, qui est crédible. La question, est-ce que c'est dans 3 ans, 5 ans ou 20 ans? En tout cas, le jour où il y aura cette super intelligence qui est supérieure à l'ensemble de l'intelligence de l'humanité, qu'est-ce qui se passera en termes d'accès à l'information et d'utilisage de ces intelligences artificielles? Je pose la question. Non, c'est-à-dire que moi, ce que je disais tout à l'heure, il faut rester sur la même logique en fait de positionnement politique en fait par rapport à ces questions-là. Parce que l'idée finalement éventuelle d'une super intelligence, même consciente en fait, parce qu'il y a tout en fait, on en tout en réalité. Entre les gens qui nous parlent super intelligence, super calculateur, même conscients de ce qu'ils font, conscients de leur existence et de donc avec cette notion liée à la conscience, à la vraiment sa propre existence, sa propre qui peut truquer, qui peut mentir, qui peut pour privilégier ses propres intérêts aux intérêts de finalement de celui qui va l'utiliser. Mais je veux dire, il faut rester sur les
le même positionnement politique, à savoir l'approche, la valeur finalement de ces intelligences en réalité. Maintenant, par rapport à votre question sur sur le RAG, j'avais juste une question. Quand on avait auditionné en fait plein de solutions techniques sur la question du RAG et sur la question du déchiffrement, le chiffrage des données, il y a pas eu il y a pas eu de réponse en fait très claire de savoir, même si vous passez par un RAG ou par une API, quid des données que vous transmettez et qui passent par des LLM, est-ce qu'ils se baladent dans la nature ou pas? Quel est le degré finalement de la confidentialité et du chiffrage en fait. En fait, tout le monde dit il n'y a pas de difficulté, c'est complètement confidentiel, ça se balade pas dans la nature, mais c'est trop beau pour être vrai en fait. C'est-à-dire qu'on n'a aucune, même quand on signe des conditions générales sur la confidentialité on n'a aucune on n'a aucune certitude en fait que ça ne se balade pas en fait dans dans cet espace énorme de la mégadonnée. Donc, pour l'instant, il y a pas de, je dirais, de certitude technique nous permettant de dire que même à utiliser même des RAG je dirais, internes, il n'y a pas de difficulté, sauf à ne pas passer par le net. Parce que si j'ai bien compris, local, complètement local, c'est-à-dire ne pas être connecté. euh, il y a bien sûr des solutions et même des solutions complètement pénalistes parce qu'il y a une solution française, c'est dit, c'est ça? Qui est exclusivement pénaliste et qui ne fonctionne qu'avec effectivement un usage hors connexion Internet en fait. C'est-à-dire pour éviter les problématiques de... Parce qu'à partir du moment où vous êtes connecté sur Internet, je pense pas enfin, personne ne pourra vous donner la certitude que les informations ne se baladent pas ailleurs. Enfin, Merci beaucoup. Nous allons clore ici cette table ronde. Nous retrouvons tout à l'heure. Merci.